Donc promis, je vais essayer de tenir les 15 minutes, on a tous faim. Donc je vais vous parler de mon travail intitulé Réseau de neurones légers multi-échelle pour la super résolution stylisée d'images. C'est un travail qui s'ancre dans le cadre de ma thèse, donc avec David Schumperle et Julien Rabin, que vous voyez à l'écran, les deux jeunes sur la droite. Donc en quelques mots, nous, en fait, ce qu'on propose, c'est une nouvelle architecture qui permet d'envisager et de résoudre le problème de super résolution d'une nouvelle manière. Donc on a créé une propre architecture pour cette méthode. Donc avant toute chose, je vais définir un peu ce qu'est le problème de super résolution dans les grandes lignes. Donc l'idée, c'est de passer d'une image basse résolution à une image haute résolution. Et en pratique, souvent, on utilise une interpolation de l'image basse résolution vers les dimensions de l'image haute résolution. Bon, à savoir aussi que pour passer classiquement de l'image haute résolution vers l'image basse résolution, en pratique, on fait un flou gaussien et on sous-échantillonne en fonction du rapport souhaité. Et donc le but du jeu, c'est avec un réseau convolutionnel de faire le chemin inverse. Donc si on fait un bref état de l'art, et ça c'est pour montrer en quoi notre approche est originale, enfin l'évolution d'un bref état de l'art, les gens sont mis à utiliser des réseaux convolutionnels pour faire de la super résolution vers 2014. Et au début, les gens utilisaient des pénalités pixel par pixel. On était un peu inspiré des approches type traitement du signal au final. Et on s'est mis du coup à utiliser des architectures de plus en plus grosses, de plus en plus complexes, mais toujours avec ce genre de pénalités. On a très vite changé. Et donc l'avantage, c'est qu'on était très bon pour reconstituer tout ce qui est géométrie et contours, mais dès lors qu'il y a des textures, des hautes fréquences, ce genre de pénalité est très limité. Donc avec l'arrivée des losses perceptuels, donc en 2015 je crois, on s'est mis à en utiliser dans les réseaux neuronaux pour la super résolution, notamment avec EDSR. Donc la losse perceptuelle est définie ici. L'idée, c'est de ne pas comparer la prédiction et l'image haute résolution pixel par pixel, mais s'autoriser une certaine liberté en ne comparant que les réponses à ces deux tenseurs au travers d'un réseau classifieur qui est très large et qui porte beaucoup d'informations sémantiques. Donc on introduit un peu de sémantique dans le processus d'apprentissage. Et ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est que très vite, les résultats sont visuellement bien plus satisfaisants. Mais pour autant, le PSNR, qui est une métrique traditionnellement utilisée en super résolution, est plus bas. Puisque le PSNR, c'est une métrique signal sur bruit, pixel par pixel. Et donc, en d'autres termes, on a obtenu des résultats visuellement plus satisfaisants et on s'est affranchi en fait de la reconstitution pixel par pixel. On s'est autorisé plus de liberté en reconstituant perceptuellement l'image. Puis cet écart à la définition, si je puis dire, traditionnelle du problème de super résolution qui consiste à reconstruire l'image pixel par pixel, c'est exacerbé avec l'arrivée des GAN qui se sont mis à générer des textures qui n'existaient même pas dans l'image d'origine. C'est assez intéressant de se dire en fait qu'il y a même des réseaux GAN en super résolution qui font du x8, du x16, qu'on n'est plus vraiment sur de la reconstruction d'images pixel par pixel, mais on est vraiment sur de la création de données et de la synthèse de textures. Donc nous, ce qu'on constate là-dedans, c'est que déjà le problème de super résolution est un problème entre guillemets hybride, dans le sens où on a toute une partie qui consiste à reconstruire géométriquement les grandes structures, les basses fréquences de l'image, mais on a aussi une autre partie qui consiste à générer tout ce qui est détails, haute fréquence et texture. Donc nous, on choisit de régler le problème en deux temps. Aussi, les gens se sont mis à utiliser de plus en plus de paramètres. Les architectures sont de plus en plus volumineuses. Et nous, c'est une contrainte dans le cadre plus général de ma thèse, c'est de faire des petits réseaux. Donc on a des performances moins bonnes, mais là, on est vraiment sur des réseaux très très légers. Je donnerai des ordres de grandeur, mais on va parler de mégaoctets. C'est vraiment très petit, c'est quelques centaines de milliers de paramètres. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est que, à mon humble connaissance, dans la littérature, personne n'envisage vraiment le problème de super résolution comme un problème inverse mal posé. C'est-à-dire comme un problème pour lequel la solution peut dépendre et doit dépendre de contraintes en entrée. Autrement dit, pour une même image basse résolution donnée, il peut exister une multitude d'images haute résolution solutions visuellement satisfaisantes. On s'écarte un petit peu de la notion de PSNR. Et donc, nous, ce qu'on propose dans notre approche, c'est de donner un certain contrôle à l'utilisateur quant aux textures choisies dans l'image.
Donc on en vient à notre solution. Donc ici, vous avez un exemple sur une image. Donc à gauche, vous avez l'image basse fréquence et l'image haute fréquence associée. Je ne sais pas si on voit très bien, il y aura des zooms. Au centre, vous avez le résultat d'une première étape sur laquelle l'utilisateur n'a pas de contrôle. Donc c'est un réseau très léger en soi, 120 000 paramètres. Donc c'est déjà une petite contribution que de réussir à avoir des résultats quantitativement et qualitativement convenables compte tenu du nombre de paramètres quand on se compare aux autres méthodes avec peu de paramètres. Donc ici, l'utilisateur n'a pas de contrôle. C'est bon. Et donc c'est une étape, une première étape. Et ensuite, on va avoir une deuxième étape. Donc c'est toute la partie de droite où l'utilisateur va choisir une texture. Il va y associer un masque, c'est lui qui le définit, c'est lui qui fait la segmentation. Et il va pouvoir générer des détails haute fréquence localement sur l'image. Ici, vous voyez des masques binaires, mais en réalité, il peut aussi pondérer l'intensité de la stylisation. Et en réalité, on a plusieurs étapes ST, puisque à chaque texture est pré-entraîné un réseau. Donc là, c'est vraiment très petit, hein. On ne peut faire que de la géométrie avec des réseaux à 35 000 paramètres. Donc je vous montrerai l'architecture ensuite. Et à chaque du coup, texture est associé un réseau que l'utilisateur doit télécharger en fonction de ses besoins. Et il va pouvoir styliser localement les détails. Donc si on regarde un peu plus en détail, ici vous avez l'image haute résolution et l'image basse résolution associée. Donc ici tout de suite on voit qu'on a réussi sur l'étape ST à reconstruire les textures, les grandes structures, les basses fréquences, mais on ne peut pas restaurer le grain du livre ou les détails sur les rides, etc. Et c'est seulement dans la troisième étape, donc ici c'est des exemples qu'on a utilisés, hein. Après il y a une dimension artistique, on peut faire pas mal d'essais, il y a un site internet associé à la publication sur lequel il y a plusieurs résultats. Et donc vous pouvez voir ici que bon, c'est très fin, je ne sais pas si on voit bien, mais on a ajouté un espèce de style écaille sur le livre, on a amplifié un petit peu les détails des rides avec ce genre de style, donc vous voyez qu'il y a une dimension un peu artistique, tout ça avec des réseaux très légers, hein, soyez indulgents. Et enfin, là, on a rajouté des espèces de plis, de rides sur le fond. Donc si on en vient à l'architecture, alors ici vous avez l'architecture générale du réseau, donc à savoir que cette figure provient du papier, donc toutes les formulations y sont associées. Donc vous reconnaissez à gauche, sur la partie supérieure, on a l'étape SR, qui en soi est une première contribution puisqu'elle donne des résultats quantitativement et qualitativement convenables compte tenu du nombre de paramètres. Et en dessous, on a une étape ST qui est représentée. Donc si on regarde un peu plus l'étape SR en détail, ce qu'il faut retenir, donc on a des modules de convolution, 6 branches en parallèle, c'est une grande spécificité. Et à chaque fin de branche, on a un filtre passeband construit à l'aide de différences de gaussiennes. En réalité, au début, on va aller chercher des fréquences intermédiaires, puis à la fin des très hautes fréquences, qu'on va combiner linéairement pour reconstituer l'image. Donc on est en YCBCR, on travaille que sur le canal de luminance de l'image, et on reconstruit l'image comme ça. Il y a la théorie de l'espace-échelle derrière qui nous assure une faible corrélation entre les résidus qu'on va avoir en chaque fin de branche, puisque les résidus sont d'autant plus décorrélés qu'ils sont à des bandes de fréquences différentes. Et on obtient des résultats quantitativement et qualitativement convenables compte tenu du nombre de paramètres utilisés. On est vraiment, en se comparant avec des réseaux très légers, ça tient la route. Et dans l'optique, pour nous, de générer d'abord les structures et ensuite les textures, c'est ça qu'on cherche. On ne veut pas faire plus. Et ensuite, on a une multitude de branches ST, donc on appelle, voilà, pour la deuxième étape dont je vous ai parlé. Donc ici, il n'y en a qu'une qui est représentée, mais en réalité, il y en a autant que de textures choisies par l'utilisateur à souhait. Donc on les a pré-entraînées. On pourra parler de l'entraînement à part, j'ai mis ça de côté. Donc pour chaque branche, on a 35 000 paramètres, donc c'est quelques centaines de kilooctets, je l'ai déjà évoqué, sont branchés en parallèle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va geler les paramètres du réseau SR et les entraîner une par une. Si bien que ça fait une méthode qu'on peut entraîner sur d'autres modèles que le nôtre. On le fait d'ailleurs, il y a une petite expérience dans notre publication. Si je parle un petit peu des spécificités de l'architecture, donc on a une série de convolutions, un filtre passe haut en fin de branche,
puisqu'on veut générer le plus de haute fréquence possible. On est dans un contexte de super résolution. On veut générer des détails qui soient le plus haute fréquence possible. Ensuite, le résidu, on vient le centrer, puisqu'on veut vraiment respecter perceptuellement le résultat de l'image issue de l'étape SR. Donc, et on veut aussi respecter d'un point de vue dynamique cette image. On ne veut pas changer la moyenne, soit locale ou globale, avant et après stylisation. Et on a littéralement une somme. On s'est inspiré des méthodes par calque qu'on peut utiliser dans les logiciels de traitement photo, de retouche photo, etc. Et on a vraiment une somme, donc c'est un calque qu'on vient poser sur notre image. Donc c'est assez intéressant parce que l'utilisateur, en pratique, c'est tellement léger qu'on en a énormément. Et on peut choisir à souhait en fonction de la texture qui nous va. Donc si je vous montre quelques résultats, vous avez le style à gauche, le résultat de l'étape SR et ce qu'on appelle l'étape ST avec un style. Donc là, on a choisi un masque global. Et après, ce résidu étant à moyenne nulle, on peut pondérer son écart type et pondérer un peu la stylisation. On arrive à un moment où on sature, mais il faut quand même y aller. Et donc, on a différents styles. Donc, c'est assez fin. Vous pouvez voir que parfois, on arrive à apprendre des choses un petit peu fractales, comme ça. Et voilà. Et donc, tout ça avec très peu de paramètres. C'est vraiment la contrainte qu'on s'est imposée. Et donc, pour l'instant, ce qu'on fait au final, c'est de la super résolution dans un module principal. Et on vient brancher en parallèle des petits réseaux qui vont faire du transfert de style sur les hautes fréquences tout en respectant le résultat issu de l'étape précédente. Et on est en train d'essayer de généraliser ça à d'autres applications, toujours dans un contexte un peu de contrôle utilisateur, dimension artistique. Donc ce premier réseau, puisqu'il fonctionne bien pour la super résolution, on est en train de le tester pour d'autres tâches assez simples comme le débruitage, toujours avec très peu de paramètres. Aussi, cette branche de style dont j'ai parlé, on s'est rendu compte que sans forcément ajouter beaucoup de paramètres, pour la plupart des styles, on est capable de prédire aussi la couleur. C'est une information facile à transférer puisqu'on utilise des pénalités type transfert de style, matrice de Gram. Je pourrais revenir là-dessus après. Donc, on donne à l'utilisateur la possibilité de générer aussi les couleurs. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pas dans le papier, c'est en cours de développement. Et de la même manière, on crée aussi d'autres branches très légères de cette même philosophie pour transférer la couleur localement sur une image, donc avec des méthodes basées sur des transferts d'histogrammes, puisqu'il y a beaucoup de littérature. Dans la littérature, il y a beaucoup de méthodes qui fonctionnent bien avec relativement peu de paramètres. Voilà, donc si je synthétise un petit peu ma présentation, donc on propose un réseau léger multi-échelle, c'est la première étape pour faire de la super résolution. Ensuite, on propose une multitude de branches permettant de styliser les détails et générer des textures dans l'image. Après, j'aimerais un petit peu évoquer les limitations quant à ces branches. En réalité, on apprend avec chaque branche à générer les détails propres à une texture, haute fréquence, pour une échelle donnée. Si l'image est à une échelle trop différente de l'image qu'on utilise, ça marche beaucoup moins bien. Et quand on a une image avec une segmentation en pratique très fine, l'utilisateur ne peut pas se permettre de le faire lui-même et ça fonctionne aussi moins bien. Voilà, je vous remercie. Question ? Nicolas ? Merci pour la présentation. Je veux savoir si finalement l'image super résolue a les solutions du problème inverse. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé d'amener ce terme avec un peu d'humilité entre guillemets, dans le sens où d'un point de vue théorique, on n'a pas vérifié, on ne s'est pas posé la question, on est toujours dans cette approche un petit peu pratique contre l'utilisateur. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme avec beaucoup de pincettes. C'était surtout pour expliquer cette idée que, en pratique, quand on utilise des réseaux très profonds de super résolution, on obtient des solutions qui ont des textures qui n'existaient même pas dans l'image d'origine, et on aimerait bien pouvoir en mettre d'autres.
Mais c'est vrai que théoriquement, on n'a pas cette preuve que c'est solution d'un problème inverse. Il y a une autre question. Oui. Pourquoi est-ce que vous traitez seulement le canal de la luminance, les 3 canaux comment vous traitez les 2 autres canaux? Alors en réalité, les 2 autres canaux, on fait une interpolation et on les colle sur la sortie parce qu'il y a pas mal de résultats, alors c'est plus des sciences cognitives, qui montrent que l'être humain, quand il voit une image, si la luminance est bien reconstruite, on se moque de la couleur. Vraiment, tu peux prendre une image avec une belle luminance et tu prends même 1 pixel sur 2 de la couleur. Tu sous-échantillonnes et tu vas à peine voir la différence, il faudra que tu regardes précisément. Et ouais, mais le PSNR, on le calcule que sur la luminance. Et puis quand on se compare, vu que l'essentiel des méthodes fait ça, il y a un biais sur toutes les méthodes. Il y en a qui travaillent en RGB, mais moins. C'est pour ça que dans les compressions vidéo, vous avez une résolution différente selon est-ce que c'est une image ou couleur. Sur les capteurs, On va résolu sur les couleurs. Du coup, vu que sur la PSNR, la rigueur ça diminue ou ce genre de choses-là, que tu n'avais pas des résultats super cool, alors que perceptuellement, tu trouvais que c'était beaucoup mieux, tu penses utiliser éventuellement des métriques plus perceptuelles, comme LPIPS Alors oui, j'aimerais bien parce que justement en pratique, vous pouvez le voir dans le papier, on valide la méthode avec le PSNR et c'est toujours le cas. Et du coup, c'est un peu un manque dans la littérature. On manque de métriques perceptuelles pour valider les méthodes. Les gens en pratique, ils entraînent avec le PSNR pour valider leur méthode et ensuite pour les résultats qualitatifs, ils entraînent avec une loss plus complète. Il y en a qui font même encore mieux, c'est réutiliser cette métrique perceptuelle. C'est comme le truc, je ne sais pas si je vais présenter le BAPS dataset. Ouais. Ils réutilisent un truc entraîné même dans la loss pour en faire en sorte que ça maximise aussi la métrique perceptuelle. D'accord. On verra après sur le Ouais, je viens. Ok. Du coup, je me permets de citer la loi de Gotthard. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Toute métrique qui est optimisée cesse d'être une bonne métrique. Oui. Il y avait encore une question quelque part ou plusieurs. Oui. C'était un moment, j'ai pas bien pris, tu as montré que vous obteniez des textures à partir de textures de départ pour la reconstruction. Tu as montré différents cas, voilà, ici. Ça, en fait, qu'est-ce qui va initialiser la structure de départ, en fait quand tu utilises justement ces différents modèles de départ, est-ce que ces modèles sont pris au hasard ou est-ce qu'ils sont issus, par exemple, d'un contexte, si tu sais que c'est un animal, du coup, tu vas prendre une texture définie d'un animal. Alors, en pratique, on a plusieurs bases de données de textures. On a des centaines, hein, parce que c'est pas lourd à stocker, le réseau, et ça s'entraîne très vite. Donc, au final, pour l'instant, elles sont en vrac, mais on essaie un peu de les trier par échelle et par nature pour que l'utilisateur il trouve plus facilement. Ça, c'est quasiment randomisé, quoi. J'ai pris au hasard sur cet exemple-là. Parce que oui, je pensais par exemple, on voit que c'est quasiment un animal, donc on peut déjà partir. Sur des poils, ouais. Mais après, on s'est rendu compte, là par exemple, que ce genre de style, moi j'aimais bien pour les rides de la main et intuitivement, c'est un peu essai-erreur. Une dernière peut-être, ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Juste par rapport aux textures, je trouvais ça vachement intéressant d'utiliser les textures pour moduler toute la résolution. Mais c'est vrai que vous deux n'avez pas forcément ce côté artistique de choisir la bonne texture pour ça. Et je me demandais si ce n'était pas, par exemple, une manière de... je sais pas, par exemple, si tu mets tout un film en super résolution, tu pourrais essayer de calculer une texture optimale ou une texture commune au film, ce qui ferait que toute la super résolution aurait le même style, en fait. Alors que Ouais. les relations... Après, en pratique, ça serait pas, en tout cas visuellement satisfaisant, je pense. Après, il y a des méthodes qui permettent en transfert de style. Donc, je vais vous montrer l'architecture. Ici, il y a des méthodes qui permettent d'avoir plusieurs textures, d'encoder les descripteurs de plusieurs textures dans le même réseau. Donc on peut imaginer faire des réseaux quand même plus compacts, parce que là c'est vraiment tout petit, hein. On fait que de la géométrie, dans lequel il y aurait un petit peu d'information sémantique pour choisir parmi certaines textures, et puis les regrouper comme ça.
Mais avec une seule texture, on est vraiment sur du... On s'est un peu inspiré de comment font les artistes, hein. Ils posent des calques et puis ils commencent à dessiner leurs poils. Donc nous, on s'est dit on va faire pareil. Mais si on veut commencer à faire des trucs un peu plus automatisés, bah, il faut des réseaux plus larges et à la limite, il y a des méthodes pour... Pas forcément faire quelque chose d'automatisé, mais même si tu débrouilles, enfin, tu essayes de mettre tout un film Ouais. en résolution, garder le même set de texture à travers le film. Ouais, Un ouais. peu comme quand un artiste il va redessiner ou ils vont coloriser des films, il va avoir une certaine caractéristique. Ouais, je comprends. C'est intéressant de voir si du coup tu as plus de cohérence entre les différentes reconstructions Ouais, que ok. si tu utilisais la méthode des lasers. D'accord, ouais. On pourra en reparler. Ok, bah merci, on va s'arrêter là.